Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Alors aujourd'hui, nous allons débattre d'une réforme sensible, celle de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'assurance chômage. Elle a été présentée vendredi en Conseil des ministres. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour les chefs d'entreprise, pour les salariés ou encore les syndicats? Pour en débattre avec nous, nous avons la députée de la 2e circonscription de la Gironde, Catherine Fabre. Bonjour. Et nous avons Jean-Charles Duplat, qui est lui dirigeant de la société girondine AFIP Formation, qui propose des formations en informatique, justement, mais aussi en ressources humaines. Tout à fait. On va commencer avec vous, Catherine Fabre. Concrètement, cette réforme de la formation professionnelle, on en entend parler depuis très longtemps. Ça fait des années aussi qu'il y a des réformes de la formation professionnelle. Qu'est-ce que ça va changer, cette fois-ci, par rapport aux précédentes réformes? Et surtout, pourquoi il y a besoin de faire cette réforme professionnelle maintenant? Oui, effectivement, vous disiez réforme sensible, réforme à très fort enjeu, surtout puisque on a plusieurs défis face à nous. Premier défi, on sait que le milieu économique va énormément évoluer dans les années à venir et que les métiers vont beaucoup changer. Donc le premier défi, c'est que nos entreprises restent compétitives et que les salariés puissent adapter leurs compétences au fur et à mesure. Le deuxième défi essentiel, c'est finalement la protection des salariés, la protection des individus. On est dans une économie très changeante et il est très important que chacun puisse avoir avec lui une protection active. Et cette protection active, c'est la compétence. Donc il faut que chacun puisse se former, notamment les plus vulnérables. Et enfin, troisième enjeu, le travail, c'est très important dans nos vies à tous. Et donc on a un fort enjeu sur l'émancipation par le travail et la liberté de choisir son avenir professionnel. C'est pour ça d'ailleurs que le projet de loi s'intitule ainsi. Exactement, je faisais un petit clin d'œil. De choisir son avenir professionnel. C'est ça. Vous, en tant que chef d'entreprise, Jean-Charles Duplat, qu'est-ce que vous attendez justement de cette réforme? Écoutez, pas grand-chose. Alors, vous avez souligné que j'étais chef d'entreprise d'un centre de formation. Je crois qu'en l'espace de 8 ans, on en est à la 3e réforme. Chaque gouvernement a fait sa réforme. C'est ce que je rappelais aussi en introduction. Le DIF, le CPF. Bon. Donc, en tant que responsable de centre de formation, on va s'adapter. Heureusement, le temps que les textes passent, on va faire l'année à peu près normale, donc on sait où on est. Par contre, j'ai un grand point d'interrogation pour le 1er janvier 2019. Comment ça va se passer? Et des réactions aux annonces de la ministre de vendredi dernier, en particulier de la responsable formation du MEDEF, Florence Poivet, a souligné que il fallait attendre les textes et il fallait attendre ce qui allait se passer. Donc c'est tout ce que je peux vous dire. Mais vous, quels sont vos besoins aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut améliorer dans le système de la formation professionnelle pour changer un peu la donne, justement, et faire en sorte qu'on adapte aussi davantage aujourd'hui les compétences des salariés au monde de demain et aux mutations à venir? Alors, je vais vous passer un message que j'aime bien, c'est qu'il faut arrêter de paupériser la formation. La formation, effectivement, ça part dans tous les sens. Il y a plein de centres de formation. Vous avez des centres de formation de 150, 200 personnes, d'autres de 2 personnes. Effectivement, c'est assez fou. Mais il faut arrêter de paupériser et de tirer vers le bas le coût des formations. Je pense qu'on peut parler d'un échec du gouvernement précédent, c'était le plan 500 000, où, par exemple, dans notre région, le plan 500 000 de reconversion, les gens qui ont retrouvé un boulot, c'était 27%. Donc ce qu'il faut, et là je m'adresse à Mme Fabre, ce qu'il faut arriver à faire, c'est que dans les formations, il y ait un taux ensuite d'embauche. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler à la fois centre de formation, mais monde économique, ensemble. Tout à fait. Que répondez-vous alors justement à ces critiques? Énormément de choses. Premièrement, qu'est-ce qui va changer par rapport aux réformes d'avant? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de réformes. Pas toujours très réussies. Ou en tout cas qui sont toujours un peu décevantes par rapport aux résultats escomptés. Je pense que les réformes présentes allaient dans la bonne direction, mais on fait toujours face à un système très 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 complexe auquel les entreprises et les usagers, les individus ont vraiment du mal à se retrouver. Donc ça, c'est vraiment un de nos gros objectifs, c'est de rendre le système beaucoup plus lisible et beaucoup plus facile d'utilisation pour les utilisateurs finaux. La deuxième chose, vous disiez, il faut que les entreprises soient impliquées dans le système de la formation. Et là, c'est essentiel et c'est central dans la réforme de l'apprentissage, par exemple, puisque cette réforme prévoit, par exemple, que les entreprises, que les branches décident toute la partie professionnelle du programme des diplômes en apprentissage. Donc ça, c'est essentiel, ça change énormément les choses et ça a pour but d'adapter
les diplômes, les formations aux besoins réels de l'entreprise et en temps réel également. Et enfin, troisièmement, je dirais toujours pour répondre à votre besoin, parce qu'effectivement, les entreprises ont des besoins à la fois précis et changeants. Un élément essentiel aussi de cette réforme, c'est qu'on va permettre tout ce qui s'appelle les formations en situation de travail, où on innove également en permettant beaucoup plus également la formation à distance. Et ces deux éléments-là, formation sur le poste de travail ou formation à distance, sont de réelles solutions pour les TPE-PME, qui sont aujourd'hui les entreprises qui offrent le moins d'accès à la formation parce qu'elles ont des contraintes de présentéisme. Elles ne peuvent pas se permettre de laisser partir un de leurs salariés, ça grève de suite leur production. Donc là, c'est vraiment des solutions très concrètes qui répondent, je crois, à ce besoin de l'entreprise de garder son salarié au travail, si je puis dire, tout en lui permettant, lui, d'avoir une démarche pédagogique et d'avoir un retour pédagogique sur ce qu'il fait et de gagner en compétences. Oui, parce qu'on ne peut pas dire qu'on manque d'argent. Aujourd'hui, c'est quand même 32 milliards d'euros dégagés tous les ans dans la formation professionnelle. Et c'est vrai que la précédente réforme, en théorie, dans le monde de la formation, était plutôt favorable à cette réforme, sauf que la mise en pratique a été catastrophique. Oui, tout à fait. En fait, je ne dirais pas forcément que ça a été catastrophique, mais en tout cas, là où vous avez raison, c'est que 32 milliards d'euros, c'est substantiel. Et en fait, on a moins un problème de moyens qu'un problème, finalement, d'utilisation, d'exploitation de ce moyen. Et c'est vrai que la formation, de ce point de vue-là, c'est vraiment un service dans lequel la personne concernée doit s'impliquer. Et donc, c'est là aussi l'enjeu, c'est que les salariés, les entreprises soient réellement convaincus de ce besoin de se former, soient réellement partie prenante du projet. Et c'est ce qu'on propose avec un renforcement de l'accompagnement des salariés, des demandeurs d'emploi dans la construction de leurs projets. On met plus de moyens. Et on propose également ça en essayant de bien améliorer l'orientation des étudiants, par exemple, dans l'apprentissage, qu'ils puissent beaucoup mieux découvrir les métiers que ce n'est aujourd'hui. Ça commence par là. Et c'est vrai qu'un étudiant sera bon s'il a envie d'aller dans une voie, il sera bon s'il sera passionné par le projet qu'il suit. Et tout commence par là, je suis bien d'accord. Jean-Charles Duplat, l'apprentissage, justement, Catherine Fabre en parlait. Ça fait des années qu'on essaye de développer l'apprentissage et qu'on n'y parvient pas. Qu'est-ce que vous, vous suggérez pour qu'enfin ça change ? On n'y arrive pas, mais enfin, on le développe. Effectivement, on n'est pas comme en Allemagne. Là, il y a 10 mesures qui sont prévues. Sachez, restons positifs. En Aquitaine, puisque vendredi dernier, Alain Rousset a rassemblé les acteurs qu'il voulait, puisque en tant que président de région, il faut le souligner quand même, il va accompagner quand même la réforme de l'apprentissage. Je rappelle que d'autres présidents de région ont dit nous, on arrête, ce qui est catastrophique. Donc là, dans ce cadre-là, donc Alain Rousset a rassemblé à la fois les chambres consulaires, les OCTA, les branches, pour voir comment on pouvait continuer à développer l'apprentissage qui a augmenté cette année de 6% en Aquitaine. Et au premier trimestre, on était à plus 12. Donc vous voyez que ça baisse pas, enfin ça augmente. Alors, il y a des mesures. Alors là, je vais prendre ma casquette chambre de commerce. Eh bien, les développeurs de l'apprentissage, c'est là un partenariat chambre consulaire, chambre des métiers, donc chambre de commerce et conseil régional. Eh bien, ça permet d'aller voir les PME, les TPE et de les accompagner pour choisir, pour prendre un apprenti, pour les accompagner dans cette démarche. Voilà une mesure, mais ça, je pense que ça pourra très bien se faire dans cette nouvelle réforme. Alors après, il va falloir... Là, sur les 10 mesures, est-ce qu'il y en a qui vous paraissent justement assez pertinentes ? Est-ce que cette réforme va dans le bon sens, dans ce que vous en avez lu ? Mais on ne sait pas comment ça va s'organiser encore, si vous voulez. France compétences. Voilà. Je veux bien que Catherine Fabre nous dise ce qu'il y a derrière, ce qu'il y aura. Enfin, ça, c'est quand même un vrai sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez les entrepreneurs, des gens qui sont dans la formation, qui sont au cœur du système, qui vous disent on ne sait pas ce qui va se passer. C'est quand même assez inquiétant pour eux. Oui, alors on est au tout début de la discussion de ce projet de loi, puisqu'il est arrivé vendredi en Conseil des ministres. Donc on a encore
si mes calculs sont bons, 1 mois pour qu'il arrive au Parlement, et puis ensuite encore un peu de temps pour faire la pédagogie autour de cette réforme. Je ne m'inquiète pas trop par rapport à ça. L'idée, vraiment, c'est de pouvoir développer cette voie d'excellence. Parce que l'apprentissage, on s'en aperçoit dans tous les pays auxquels on peut se comparer. Dès lors que le pays a un système d'apprentissage qui est efficace, en volume, mais aussi en qualité, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de chômage des jeunes. Or, chez nous, on voit bien que l'apprentissage peine à se développer et on a un chômage des jeunes conséquent de l'ordre de 25%, donc c'est quand même dramatique. Le but, là, c'est de fluidifier beaucoup plus l'offre d'apprentissage en permettant finalement aux centres de formation des apprentis, donc aux établissements qui proposent de l'apprentissage, de se multiplier, de se créer beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui, et en permettant aussi à ces centres d'augmenter en nombre de places, finalement, de manière assez libre. Ce qui permettra à une entreprise et un jeune, dès lors qu'ils se sont rencontrés, d'avoir un financement garanti. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il faut d'une part se trouver, arriver à matcher là, ce couple, apprenti-entreprise, et de l'autre côté, aller chercher un financement. Donc, encore une fois, c'est des barrières dans les roues finalement du système. Il y a des barrières en termes de logement aussi, c'est-à-dire que souvent, ils sont obligés d'avoir un double logement, les jeunes, ce qui fait que pour certains, ils se disent non, je ne peux pas faire l'apprentissage alors que potentiellement ce métier m'intéressait. Oui, il y a des enjeux liés à la mobilité des jeunes, effectivement, à leur hébergement, à leur transport. C'est pour ça que c'est très intéressant. Il faudra qu'on arrive à tous travailler ensemble, avec les régions, avec les branches, avec l'État, pour pouvoir justement construire des écosystèmes qui permettent d'avoir à la fois un lieu de vie, un lieu de travail, un lieu de formation qui soit relativement au même endroit, pour pouvoir justement proposer de manière faisable qu'il y ait des apprentis, des entreprises, des centres de formation au même endroit. Voilà, c'est un peu le but des campus des métiers. C'est vrai qu'en Aquitaine, c'est assez bien développé, et l'enjeu, c'est d'arriver à continuer à développer encore plus ce format-là, qui est vraiment un format positif. Jean-Charles Duplat, je vous vois sourire quand on dit il faudra arriver à travailler ensemble. Qu'est-ce qui vous fait sourire, justement ? Non, mais moi je suis pour qu'on partage, pour qu'on travaille tous ensemble. On l'a fait avec la Chambre de commerce depuis 5 ou 6 ans. On a travaillé avec la Chambre des métiers et la Chambre d'agriculture, les 3 chambres. Alors d'abord, on apprend à se connaître, c'est super. Et puis avant, le Conseil régional jouait un petit peu l'un contre l'autre. Là, maintenant, aujourd'hui, je peux vous dire, c'était la réunion donc de vendredi dernier, on travaille ensemble. Et je suis d'accord et je vous rejoins. Et là, il y a 6 mois, parce qu'il va y avoir les textes, et puis ensuite, la loi va sortir en septembre, octobre. Mais là, on a 6 mois pour gagner ensemble. Exactement. Au-delà des grandes mutations qui sont aussi des enjeux de compétitivité justement sur la formation professionnelle, il y a aussi des enjeux de protection sociale derrière, parce qu'il va falloir protéger tous ces salariés qui vont peut-être avoir davantage de périodes de chômage. Et désormais, on va avoir justement une protection aussi, un droit au chômage pour ceux qui sont travailleurs indépendants. Ça, c'est quand même un changement majeur. Alors, beaucoup de nouveaux droits. Donc, droit au chômage pour les indépendants, droit au chômage aussi pour les démissionnaires, ce qui est aussi un progrès majeur, une avancée, ça n'existait pas jusqu'à présent. Droit à la formation individuelle, plus qu'avant aussi, parce que maintenant, les comptes individuels sont en monnaie sonnante et trébuchante, et donc sont plus facilement activables. Je dirais même droit à la qualification, puisque pour les plus défavorisés, pour les personnes les plus vulnérables, les moins qualifiées, il y aura dans le compte personnel de formation 8 000 € qu'ils pourront utiliser pour accéder à une qualification. Donc c'est un réel droit à la qualification qui est créé aujourd'hui de fait. Donc oui, beaucoup de nouveaux droits. Et c'est vrai que c'est essentiel dans notre environnement, puisque comme je le disais tout à l'heure, il ne s'agit pas de figer l'économie ou de protéger, par exemple, un secteur d'activité qui serait plus viable. Il s'agit de donner les protections au niveau de l'individu. Et la meilleure protection pour les individus, c'est bien sûr un droit au chômage en tant que filet de sécurité, mais c'est aussi une capacité à se réorienter, à se reconvertir sur des filières beaucoup plus prometteuses. Et c'est aussi une taxation justement des CDD. Alors sur le bonus-malus pour les entreprises qui feraient trop appel au CDD, effectivement, c'est un engagement qu'a pris le gouvernement avec les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux en discutent jusqu'à la fin de l'année. Ils ont demandé ce délai-là à Muriel Pénicaud qui a accepté. Mais elle a bien dit qu'à l'issue de cette négociation, si elle n'aboutissait pas,
le gouvernement prendrait lui-même des dispositions pour que les entreprises qui font trop appel au CDD aient un malus. Il est normal finalement que les conséquences négatives de choix d'entreprise soient prises en charge par elles-mêmes. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Un dernier mot, une dernière info. C'est l'info éco de la semaine. Vous allez peut-être bientôt vous rendre à Londres depuis Bordeaux en train en moins de 5 heures. L'ISEA, elle est la société anglaise High Speed One et Eurotunnel sont en train de réfléchir justement depuis 1 an à des aménagements, à comment justement aménager la gare de Saint-Jean de Bordeaux. Et tout ceci pourrait se faire d'ici 2 ans. Et l'idée, évidemment, ça vous permettrait d'arriver directement au cœur de Londres. Et vous pourriez y arriver pour un billet qui pourrait coûter moins de 100 €. C'est une info que vous avez pu lire dans la newsletter Éco de Sud-Ouest, newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement sur sudouest.fr/économie. Et on se retrouve évidemment la semaine prochaine, même heure, sur TV7.